Un site industriel à l'abandon, bientôt transformé en une giga-usine de panneaux solaires grâce à des investisseurs chinois. Et à la clé, 350 emplois, une aubaine pour ce village du Doubs. Et tout ce bâtiment-là, il y a 50 000 mètres carrés. C'est une très bonne opportunité, déjà, parce que c'est un site qui serait resté pendant de longues années en attente de repreneurs. Pourtant, ce genre de projet industriel risque de se raréfier, car la France fait moins envie aux investisseurs étrangers et ne sera plus le pays le plus attractif d'Europe en 2025. Constat sans appel du cabinet d'audit Ernst Young, après avoir auditionné plus de 200 dirigeants d'entreprises étrangères. Près de la moitié d'entre eux déclarent avoir réduit ou reporté leurs projets d'investissement après la dissolution de l'Assemblée nationale. Selon eux, les incertitudes législatives et réglementaires, la remise en question des décisions publiques dans des secteurs clés et le coût du travail et la situation budgétaire et économique du pays sont des freins à l'investissement. Notre principal concurrent aujourd'hui, le Royaume-Uni, 42% des dirigeants interrogés estiment que l'attractivité de la Grande-Bretagne s'est améliorée. En France, les 20 000 entreprises étrangères emploient plus de 2 millions de personnes et représentent 16% du produit intérieur brut. Alors, madame, messieurs, j'ai envie de vous demander un petit tour de table rapide pour commencer. Est-ce que c'est grave, docteur ? Alors c'est sans doute à écouter, à entendre très sérieusement en ce moment, parce qu'il y a un débat parlementaire qui conditionne un peu ce retour de la confiance, du réinvestissement, parce que tout n'est pas perdu. Ce que je voudrais évidemment résumer était très très fidèle à l'étude que nous avons menée au mois d'octobre, donc très récemment, une fois que le gouvernement était nommé, que le cap budgétaire, que les options politiques, peut-être un petit peu désordonnées, puisque c'était le débat parlementaire, étaient mises sur la table. On a interrogé des dirigeants qui ont généralement la tête froide, qui ont réinvesti énormément en France ces dernières années, qui pèsent très lourd dans notre économie. C'est plus de 35% de nos exportations industrielles. Donc ce sont des entreprises très importantes pour notre économie. Elles avaient réinvesti, recréé par exemple l'année dernière à peu près 400 usines en France. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de juin ? C'est que leurs certitudes ont été un peu bousculées. On a commencé à parler d'hypothèses, de possibles hausses fiscales, de réduction des exonérations de charges sur les bas salaires. Donc beaucoup d'hypothèses qui finalement remettaient un peu en cause, pour l'instant, leur plan d'investissement, leur business plan, leur budget pour 2025. C'est tout à fait normal, dans cette situation, dans ces conditions, que la moitié des entreprises nous ait dit « moi, je mets un peu le pied sur le frein, je suis en position d'attente ». Elles n'annulent pas leur projet en France. Elles n'annulent pas la France. La France, c'est un pays qui compte beaucoup pour elles. C'est à peu près leur premier, souvent deuxième, parfois troisième marché en Europe. Donc ce sont des entreprises qui finalement nous disent « attention, nous sommes présents en France, 2 millions d'emplois, votre collaborateur vient de le dire, on a misé énormément sur la France ces dernières années, nous pourrions le faire davantage ». Elles nous disent, les 3/4 d'entre elles, à 3 ans, mes investissements en France vont augmenter, pourraient augmenter. Mais seulement, si et seulement si, les conditions d'exercice de ces investissements, la manière de vendre la France à nos maisons mères, à nos actionnaires, ne changeaient pas radicalement. Pour l'instant, on en est aux conjectures, une inflexion du cap économique, parce qu'il y a un nouvel équilibre politique. Les entreprises en prennent compte, en prennent la mesure, et simplement nous disent « je veux en savoir plus, j'ai besoin d'en savoir plus pour confirmer mes investissements ». Est-ce que vous avez le sentiment, Pascal Delima, que dans cette affaire, Emmanuel Macron, qui s'est fait le chantre de l'attractivité économique de la France, empoche les dividendes amers d'une dissolution qui ne s'est pas tout à fait passée comme il le souhaitait? Alors, il y a un aspect politique et un aspect économique. Une dissolution qui ne s'est pas passée tout à fait comme il le souhaitait, oui. Une remise en cause de l'attractivité de la France, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une simple inflexion, on va dire en variation. Effectivement, il y a un certain nombre de choses qui se passent et qui remettent un peu en question légèrement cette attractivité de la France. On sait, vous avez eu la question des sites qui se ferment, des emplois, des 150 000 licenciements, de la concurrence mondiale, de la Chine en particulier, du fait aussi qu'on a nos partenaires qui mettent en place des politiques fiscales plutôt politique de l'offre, avec un abaissement de la fiscalité plutôt, notamment pour la Grande-Bretagne, pour l'Allemagne. Et puis nous, on nous parle effectivement de taxer davantage les 300 entreprises qui feraient plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec une remise en cause du CIR. Bref, on est dans un positionnement international conjoncturel, un positionnement concurrentiel vis-à-vis de nos partenaires traditionnels qui nous met un tout petit peu aujourd'hui dans le doute. Maintenant, l'instabilité politique qu'il y a eu joue aussi, je pense, sur cette incertitude, puisque derrière, il y a
effectivement une difficulté à trouver un consensus sur des décisions de politique économique. Va-t-on vers renforcer les entreprises, la politique d'offres? Va-t-on plutôt vers un SMIC plus élevé? Vous voyez, tout ça va jouer sur le coût des entreprises. Une certaine incertitude, un contexte international et européen qui nous est un tout petit peu en défaveur. Maintenant, nous avons encore une très grande attractivité en France, Dieu merci. On reste quand même dans les 7 pays les plus riches au monde avec des ingénieurs qualifiés, une transition numérique et l'intelligence artificielle également, où on est tout à fait reconnu mondialement. Des pénuries sur certains emplois dans le cadre de la transition, oui, mais on reste un pays économiquement attractif, même s'il y a une certaine incertitude liée à tous ces facteurs. Alors, Madame Auriol, vous avez entendu Pascal de Lima, il dit sans doute la pression fiscale réelle ou crainte, en tout cas annoncée, peut refroidir certains investisseurs. Et puis en même temps, on demande à la France de faire des efforts, de récupérer de l'argent, d'avoir plus de recettes. Est-ce que c'est une équation qui vous paraît soluble, tout ça, et si oui, comment ? Alors c'est clair que la situation de la France est moins bonne qu'elle l'était au printemps dernier, donc au moment du sommet Choose France. Et la dissolution, l'incertitude politique, le retour en arrière sur la politique de l'offre qui a quand même très bien marché. On a un chômage qui est très très bas avec des tensions sur le marché du travail de ce fait. Du coup, c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, à mon avis, on est quand même dans une... Il faut entendre ces signaux faibles et on ne doit pas donc ruiner tous les efforts qui ont été entrepris par le gouvernement, enfin les gouvernements successifs Macron en matière donc de réduction du chômage et de dynamisation, ça se dit, de nos entreprises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut veiller à protéger. Et c'est vrai que la menace sur la dette française est à prendre aussi au sérieux. Et donc là, le gouvernement actuel a très peu de marge de manœuvre. Il faut, à mon avis, réduire les dépenses publiques et éviter d'aller trop taxer les entreprises, comme cela avait été suggéré d'ailleurs par certains partis politiques, parce que si on fait ça, évidemment, on va avoir une fuite des capitaux étrangers notamment, alors qu'on avait réussi à être attractif. Donc, en gros, Macron a payé pour réformer. Ces réformes ont porté leurs fruits. Il faut absolument en garder les bénéfices face à la situation actuelle. Et les investisseurs en général détestent l'incertitude. Donc, c'est vrai qu'entre l'incertitude politique, l'incertitude sur la dette française et donc l'incertitude aussi sur la guerre en Ukraine, notamment, qui est quand même en Europe, ça fait beaucoup d'incertitudes. Mais la France a des atouts qui sont toujours là, des infrastructures que nos investisseurs étrangers saluent à chaque fois. Il y a le fait qu'on a une élite encore qui est assez bien formée, notamment une élite d'ingénieurs, bien que l'école aille assez mal chez nous. Et on est au carrefour de l'Europe géographiquement, ce qui est évidemment important puisque l'Europe, c'est le deuxième plus grand marché au monde. Et si on veut vendre des choses, il faut être localisé dans le marché où on vend des choses. Donc le Brexit, de ce point de vue, a beaucoup nuit à l'Angleterre. Donc je crois qu'on est dans une situation qui est préoccupante. Je suis un tout petit peu moins optimiste donc, que mon collègue. Est-ce que vous pouvez nous faire rentrer un petit peu dans la tête du décideur, dans la tête de l'entrepreneur? On parle souvent de cette confiance, Madame Auriol a encore employé le mot, cette confiance dont on dit que c'est le carburant invisible, impalpable du dynamisme économique. Elle est faite de quoi, cette confiance ? D'abord, qu'est-ce qui donne confiance à l'entrepreneur ? Alors d'abord, l'entrepreneur, il n'est jamais seul. En l'occurrence, quand vous parlez d'un groupe international, peut être une grosse ETI, qui peut être une multinationale, il est entouré d'actionnaires, de parties prenantes, il a des collaborateurs ou des collaboratrices, et puis une maison mère qu'il faut convaincre, qui nous voit de loin, de New York, de Tokyo, parfois d'encore plus loin, et qui a une appréciation de la France qui d'ailleurs reste assez positive. On voit dans notre enquête que les entreprises, les dirigeants qui nous voient de loin, ont moins peur que ceux qui sont... Bien entendu, parce qu'ils ne sont pas dans la marmite médiatique, le bouillonnement permanent de nos amendements, de nos petites chicaneries qui peuvent porter conséquence. Et puis ils voient, ça a été très bien dit, ils voient la situation d'autres pays en Europe et dans le monde, qui est une situation de pays qui n'ont pas de gouvernement depuis quelques mois ou quelques années, qui convoquent des snap elections dans quelques semaines, qui ont des majorités politiques très très relatives. Donc, alors là, vous faites allusion, par exemple, on
on ouvre une parenthèse, l'Allemagne dont la coalition a explosé. Absolument, qui prévoit pour février probablement de changer d'équilibre, et pour le mieux, on l'espère pour notre principal partenaire commercial. Parce que le Royaume-Uni qui est un petit peu empêtré dans le Brexit, mais on va y revenir. Et qui vient de faire une alternance politique qui va mettre un coup de pression fiscale supplémentaire, son propre coup de pression fiscale sur les entreprises. Donc le dirigeant, il n'est pas seul, et il a à la fois, c'est un fait, beaucoup de données sur ses marchés, sur son approche stratégique de ses clients, de ses marchés de consommation, quel que soit son secteur, l'énergie, l'agroalimentaire, l'automobile. Il a une connaissance de la France, et c'est vrai, la France est aujourd'hui un pays qui est très bien noté sur la qualité de ses infrastructures, de ses compétences. Ça a été très bien dit, et c'est souvent d'ailleurs très reconnu. Pas dans tous les domaines, quand même, hein. Pas dans tous les domaines, il manque un certain nombre de... On se rappelle les dégradations de Moody's, etc. Bien sûr, la santé financière du pays est un des facteurs qui va compter, la capacité à se financer, la capacité à trouver un marché pour les plus petites entreprises. Peut-être celle-là qu'il faut regarder un peu plus précisément, les petites entreprises, celles qui viennent de la Silicon Valley, qui ont à faire un choix, par exemple, en Europe, d'une tête de pont européenne, vont regarder un certain nombre de facteurs qui sont différents de gros équipementiers automobiles qui vont chercher leurs donneurs d'ordre, les sociétés de services vont aller chercher des marchés d'entreprises. Donc, il n'y a pas un entrepreneur, un dirigeant, il est entouré. Et c'est vrai qu'il y a, au moment de la décision, de l'appréciation des plans d'investissement, un mélange de très rationnel, très analytique, assez froid, très détaillé, et non pas d'émotionnel, mais d'intuition, d'appréciation des risques, dirons-nous, qui est celle d'un risque géopolitique. C'est pas tout à fait notre cas, en tout cas aux frontières immédiates de la France, de risque climatique. On est plutôt dans l'évitement de ces risques, ou dans la diminution, l'atténuation de ces risques climatiques, aussi un pays qui est reconnu pour essayer de faire un certain nombre d'efforts de ce point de vue-là. Le risque politique, il était pas vraiment présent chez nous depuis quelques années, depuis une petite décennie. On avait un petit risque social quand même. Donc voilà, cette appréciation des risques fait partie de la décision, et l'entrepreneur, le décideur, il compose avec tout ça, il se fait une idée. Et il a confiance ou pas ? Et pour l'instant, il a confiance. Il accorde sa confiance pour le long terme. Et là, aujourd'hui, on voit un public un peu en retenue. Mais le caillou dans la chaussure dont vous parlez, qui peut altérer cette confiance, c'est quoi ? C'est la situation sociale de la France, les lois françaises, les lois du travail, ou ce qu'on disait tout à l'heure, cette pression fiscale. Alors là, je n'entre pas dans le débat de savoir si elle est justifiée, pas justifiée. Là, vous êtes à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a suffisamment d'impôts pour les entreprises. D'autres nous diront peut-être le contraire, mais c'est ce point-là qui refroidit l'étranger ? Alors, refroidir l'étranger, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, les progrès qu'on doit certainement faire aujourd'hui quand on prépare les métiers de demain, quand on prépare la transition écologique et numérique, c'est la question du retard qu'on peut avoir par rapport à des pays comme les États-Unis, qui d'ailleurs sont des gros investisseurs directs étrangers chez nous. En France, oui. Et donc, vous savez, on dit les États-Unis innovent, la Chine suit et l'Europe, donc la France réglemente. Donc, réglementation, 2, c'est-à-dire que premièrement, notre adaptation aux métiers de demain, avec des grosses pénuries dans les métiers de la data, de l'IA. Même si on a des ingénieurs, on n'a pas toujours des ingénieurs suffisamment qualifiés sur ces métiers de demain. C'est-à-dire que c'est vraiment la question du numérique, de l'IA, de la data, du cloud, qui est vraiment prépondérant dans les métiers de service. Et puis l'industrie 4.0, l'agriculture 4.0 aussi, où on a l'impression de ne pas vouloir prendre ce virage. Donc ça, c'est le premier. Deuxièmement, la réglementation. Évidemment que la réglementation, on voit dans le cas des agriculteurs, mais c'est vrai aussi dans les chaînes de production. On a des réglementations en Europe qui sont extrêmement... qui ont un coût par rapport au PIB, lorsqu'on veut délivrer un service pour des clients assez rapidement. Troisièmement, vous l'avez dit, la fiscalité. Oui, vous avez dit non, c'est tous d'accord. Rappelons-le, la fiscalité, on est quand même les leaders mondiaux de la fiscalité, et on parle encore de faire pression sur une économie de l'offre qui est absolument essentielle pour les 2 autres points que j'ai cités précédemment. Donc voilà pour moi les 3 éléments qui rentrent dans un cadre plus global d'attractivité. Enfin, je tiens à préciser un élément qui me paraît aussi important, c'est que les investisseurs sont aussi aujourd'hui en quête de sens. Il n'y a pas que le français, le citoyen, il y a aussi les investisseurs, et que les indicateurs d'attractivité, alors je ne commande pas du tout l'indicateur de EY,
EY, mais de façon globale, les indicateurs statistiques d'attractivité, parfois, ne parlent pas forcément de la capacité qu'on a à avoir une vraie demande intérieure, la consommation, à avoir des dépenses publiques efficaces, avoir un commerce extérieur qui marche aussi, et puis de donner du sens finalement aux investissements aussi. C'est d'autres aspects qui ne sont pas toujours présents dans tous les indices, je généralise un peu, mais d'attractivité. Et donc ça, c'est aussi important, si vous voulez. Donc voilà un peu mon analyse. Alors, derrière le concept de l'attractivité supposée ou réelle, en berne ou pas, économique de la France, il y a un enjeu qui est tout simplement l'emploi. On va voir que ces derniers temps, parfois on en a créé, parfois on en a perdu aussi. Une embellie sur le port du Havre. Dans quelques mois, 3 nouveaux projets industriels devraient voir le jour. Plein Est, à peu près 10 km en plein cœur de la zone industrielle du port du Havre. Leur spécialité, les nouveaux carburants. Les 3 usines seront implantées sur cette zone de 60 hectares encore en friche. Le luxembourgeois Livista raffinera du lithium. L'américain Air Product importera de l'hydrogène renouvelable. Le français Caire en produira. Notre enjeu, c'est justement de reconvertir l'activité du port, une activité aujourd'hui qui est basée sur les énergies fossiles, le pétrole, ses produits dérivés, de reconvertir ça vers de nouvelles énergies décarbonées. Au total, 2,6 milliards d'euros investis et quelques 640 emplois directs créés. Une bonne nouvelle pour ce jeune commercial dans l'industrie. C'est l'avenir, effectivement, tout ce qui est énergie renouvelable, des choses comme ça. Je pense que c'est ce qui, demain, sera le plus important pour notamment nous, les jeunes. Cette annonce au Havre est-elle le signe que l'industrie française retrouve des couleurs ? Ces derniers mois, plusieurs groupes ont annoncé des fermetures de sites comme Michelin. Au final, si on fait le bilan, au premier semestre 2024, 36 nouvelles usines créées. Un chiffre positif, mais depuis 2023, le rythme des ouvertures ralentit. Et ce n'est pas le seul signal d'alerte, selon cet expert. Des annonces de fermeture de sites de plusieurs centaines de salariés, c'est quelque chose qu'on voit de façon très exceptionnelle. Et quand ça arrive de façon répétée comme en ce moment, on est dans une période qui commence à ressembler à l'ambiance de 2008-2009, avec une très très forte crise. Aujourd'hui, l'industrie verte représente la moitié des créations nettes d'entreprises. Commentaire Catherine Rougerie. Question, dans quoi on est bon finalement ? Avec quoi on peut les attirer ? L'intelligence artificielle, c'est notre truc ? L'agroalimentaire, pas terrible. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels on est meilleur que dans d'autres ? Alors, une des caractéristiques de la France, c'est la 7e économie mondiale, c'est qu'on a des forces et une présence dans à peu près tous les secteurs industriels, secteurs de services, technologiques, historiques, petites, grandes entreprises. Ça, c'est une caractéristique d'une économie mature, d'une économie assez puissante, deuxième économie européenne. On n'est pas les seuls, c'est ça qui est important, c'est qu'on n'est pas les seuls. Ce que reconnaissent les entreprises, que recherchent aussi les entreprises internationales qui viennent s'implanter en Europe, deuxième marché mondial, c'est aussi nos grandes filières, les grandes filières qui sont pilotées, guidées par des têtes de pont, l'aéronautique par Airbus, l'automobile, aujourd'hui peut-être un peu moins demain, mais quand même par Stellantis et par Renault, qui sont de formidables constructeurs, mais qui sont dans une bataille mondiale qui parfois à l'échelle les dépasse. Dans l'agroalimentaire, un certain nombre de groupes, dans le luxe bien sûr, et dans les services, vous avez des leaders mondiaux. Dans le BTP, des leaders mondiaux qui sont des leaders mondiaux très forts, ce qu'on appelle le CAC 40, qui est un CAC 40 qui a du poids à l'international. Donc les entreprises viennent chercher cela. Et par ailleurs, ce que ces entreprises internationales ont bien fixé dans leur esprit, dans l'esprit aussi de leurs parties prenantes, de leurs décideurs, de leurs actionnaires, c'est que la France avait une très forte ambition sur l'innovation, pas seulement l'innovation technologique, l'innovation écologique. C'est-à-dire que la France a finalement essayé de prendre de l'avance depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, pour être tout à fait juste avec les gouvernements précédents, parce que c'était un effort de long terme, sur capacité à attirer des centres de recherche, création du crédit d'impôt recherche, rassemblement des universités qui étaient parfois 6, 8, 10 ou 12 sur une grande métropole, à Toulouse, à Lyon ou ailleurs. Donc rassemblement de ces universités pour faire poids. On a essayé de construire ce qu'on appelle des clusters qui, aujourd'hui, rassemblent l'université, le monde privé, le monde de la recherche, de tous azimuts. Ça, c'est aussi reconnu, ces compétences, cette ambition technologique et l'ambition écologique
qui est très coûteuse. C'est-à-dire que l'ambition écologique, on peut affirmer que la France est le pays de la décarbonation, 70% d'énergie. On en parlait tout à l'heure, nos agriculteurs s'en plaignent aussi. Bien entendu, ça pose un certain nombre de difficultés. Il faut savoir que pour une entreprise industrielle, dans les matériaux, dans la métallurgie par exemple, le coût de la décarbonation, imposé par la réglementation européenne, la réglementation française, c'est un coût à dizaines, centaines de millions d'euros. Donc on a besoin en France, et c'est là que le bas blesse en ce moment, puisque nos finances publiques ne sont pas au meilleur de leur forme. Les entreprises ont besoin de co-investir avec les acteurs publics, l'État, les collectivités, un certain nombre d'opérateurs qui viennent appuyer leurs projets de transformation. C'est vrai sur l'innovation, mais c'est surtout vrai sur la décarbonation, où là, les besoins de cofinancement, où les entreprises prennent l'essentiel de la part de l'investissement, mais on a besoin d'appuyer, France et Europe, d'appuyer ces projets d'investissement. Alors, je rappelle que dans quelques minutes, notre séquence « On vous répond » vous permet de poser vos questions qui sont sélectionnées par Séverine Laruy, qui ensuite les pose à nos experts. Le thème aujourd'hui, « Business, la France fait-elle encore rêver ?» On a eu un début de réponse sur ce plateau. La France fait un peu rêver, mais pas autant que par le passé. Et si son attractivité économique marque un petit peu le pas, il se pourrait que cela profite à d'autres pays. Alors, desquels parle-t-on ? On parle notamment du Royaume-Uni. On va donc traverser la Manche et retrouver Maëlys Septembre à Londres. Bonsoir Maëlys. Est-ce qu'il est question à Londres de ce rapport où il est dit que l'attractivité de la France est en train de battre un petit peu de l'aile, et est-ce que du côté de Londres, on se pourlèche les babines, j'allais dire, en se disant que ça pourrait profiter à la City ? Oui, exactement. Et d'ailleurs, un chiffre pour commencer, plus de 7 dirigeants d'entreprises à capitaux étrangers sur 10 jugent que le Royaume-Uni a gagné en attractivité par rapport à la France au cours des 6 derniers mois. Alors c'est vrai que le Royaume-Uni avait un peu perdu du terrain avec le Brexit, la pandémie et puis la crise de l'inflation et de l'énergie, mais il semble retrouver la faveur des investisseurs. Alors il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, un certain retour à la stabilité des marchés britanniques qui est perçu par les investisseurs. Et puis ces dernières années, le Royaume-Uni s'est appliqué à attirer surtout les investissements dans les secteurs clés comme les énergies vertes ou encore les technologies, en misant sur sa compétitivité, des investissements stratégiques générant un plus grand nombre d'emplois. Alors un exemple de cela, le géant américain Amazon a annoncé récemment qu'il va investir près de 10 milliards d'euros dans l'informatique à distance, le cloud, au Royaume-Uni. Cela va générer 14 000 emplois par an, et cela montre surtout, selon les mots de la ministre des Finances britannique, que la Grande-Bretagne est un pays où il fait bon de faire des affaires. Alors, sa grande rivale en termes d'investissement, la France, est donc prévenue. D'ailleurs, à l'échelle des villes, Londres est devenue la plus attractive d'Europe en nombre d'investissements étrangers, devant Paris. Maëlys Septembre en direct de Londres. Merci Maëlys. Emmanuel Auriol, vous avez entendu ce que disait notre correspondante à Londres. Est-ce que vous avez le sentiment que, en matière d'attractivité, les amours se font et se défont très très rapidement? Et là déjà on voit, à peine annoncé la baisse de l'attractivité de la France, ou le fait qu'elle marque le pas, Londres est déjà sur les rangs pour tenter de remplacer la France. Oui, alors l'Angleterre se battait déjà avant pour nous détrôner, hein, donc ils ne se réveillent pas tout d'un coup. Il y a évidemment une compétition au niveau mondial pour attirer des investisseurs. La France a des difficultés, hein, et moi, mon inquiétude, ce serait qu'on solde le bénéfice des réformes qu'on a, qui sont bien réelles, et donc qu'on ait à la fois le dividende de la dette sans avoir les bénéfices de ce qu'elle nous a coûté. Ça serait bien malheureux. Mais si on arrive à tenir le cap, donc à contrôler la pression fiscale qui ne peut pas vraiment augmenter davantage, ça serait une erreur à mon avis, on a évidemment des atouts. Donc ça a été évoqué. Il faut savoir qu'en Europe, donc, on a fait passer, c'est un très grand marché. Donc comme c'est un très grand marché, c'est important pour les entreprises d'être localisées dans ce très grand marché. On n'arrive pas à vendre des choses si on est localisé à l'extérieur d'un marché. Donc pour vendre des choses, il faut être dans un marché. Donc l'Europe, évidemment, on veut y être quand on est une multinationale ou un investisseur. Et
Il faut voir qu'au niveau européen, donc, on a mis en place puisque l'Europe est très sérieuse sur les critères de durabilité, on a mis en place toute une notation, en fait, qui est d'ailleurs assez lourde. C'est évoqué, hein, l'amour de l'Europe et de la France pour les régulations. Donc, qui s'appelle la CSRD. Et en fait, ça vise à avoir une mesure de l'extra-financier dans l'action des entreprises. Et donc là, la France a un gros avantage parce que son énergie étant décarbonée, hein, essentiellement nucléaire, et il y a un grand plan là aussi d'investissement dans le nucléaire en France, c'est très attractif, notamment pour des entreprises qui sont consommatrices de beaucoup d'énergie, comme par exemple quand on doit stocker des données, c'est très énergivore. Donc ça, c'est des atouts qu'a la France, en plus de ces infrastructures, donc une énergie qui serait décarbonée. Ça, c'est un des points positifs qu'on a, sachant que c'est très compliqué de vendre des choses en Europe si on n'est pas avec un bilan extra-financier qui est propre, qui est valable. C'est vrai aussi maintenant au niveau mondial, c'est beaucoup plus compliqué pour les entreprises de se financer quand elles sont peu vertueuses sur le plan notamment de la durabilité. Un des enjeux aussi des problèmes auxquels on se heurte un peu dans notre pays, c'est les tensions sur le marché du travail. On a des gens très qualifiés, notamment dans le gratin, hein, de notre système éducatif, qui sont encore les écoles d'ingénieurs, par exemple, mais on n'en a pas assez. Et ça, donc les politiques actuelles qui visent à limiter l'immigration, notamment travail, c'est quand même pour moi aussi une source d'inquiétude parce que les entreprises vont avoir du mal pour trouver les salariés dont elles ont besoin. Donc il y a des bonnes choses. Et puis on a des atouts sérieux, réels, et on doit faire très attention de ne pas les hypothéquer par des réformes fiscales malheureuses et par des politiques, donc, notamment sur l'immigration de travail malheureuses. Vous vouliez réagir? Oui, en fait, sur la compétition, qui ressemble à des compétitions dans certains sports, on va dire assez virils, hein, le rugby, pour ne pas le citer, entre le Royaume-Uni et la France, c'est une compétition historique. C'est une compétition entre les deux pays qui, ces 5-7 dernières années, ont été les plus attractifs en Europe. Je ne dirais pas que l'Allemagne ne compte pas, mais l'Allemagne est un pays, évidemment, première économie européenne depuis de très loin, mais un pays qui est très difficile à pénétrer pour les nouveaux entrants, les nouvelles entreprises qui sont face à des filières industrielles, à des leaders qui sont extrêmement puissants. Et puis, par ailleurs, l'Allemagne... Extrêmement marqué, c'est les machines-outils, les voitures, des choses comme ça. Par ailleurs, très marquées et qui se protègent bien. Et aujourd'hui, l'Allemagne est du mal à définir un cap économique et politique, c'est certain. Mais le match entre Paris et Londres, entre le Royaume-Uni et la France, il bat son plein. Mais il ne faut pas oublier que la France est jusqu'à plus en plein formée, jusqu'à ce qu'on fasse le bilan à la fin de l'année, début de l'année prochaine. On le fera, nous, volontiers, des investissements réalisés sur notre sol, aussi au Royaume-Uni, dans une quarantaine de pays européens, c'est-à-dire qu'il faut dépasser l'union des 27 pour voir qui aura gagné cette compétition. Il faut savoir qu'en 2018, l'Angleterre, le Royaume-Uni, était première destination des investissements étrangers. Que nous avons pris cette première place 2 ou 3 ans après le vote du référendum pour le Brexit, qui a touché durablement, structurellement l'attractivité du Royaume-Uni. Moins 15% d'investissement au Royaume-Uni, structurellement, année après année, c'est considérable. Et c'est au Royaume-Uni, les investisseurs internationaux pèsent beaucoup plus qu'en France. Ils pèsent à peu près 2 fois plus dans l'économie britannique qu'en France. Donc c'est une véritable catastrophe. Le Brexit est une catastrophe pour l'attractivité du Royaume-Uni pour les investisseurs étrangers. Qu'est-ce qui se défend bien, et votre journaliste, votre correspondante l'a très bien dit, c'est la City. Le Grand Londres se défend parce que la taille constituée par l'industrie financière, tertiaire, la place boursière est toujours aussi puissante, même si Paris a gagné quelques belles victoires, quelques parts de marché sur un certain nombre de familles financières. Mais aujourd'hui, le Royaume-Uni se défend par le Grand Londres, vers lequel se dirigent les entreprises de la tech, parce qu'elles cherchent à se financer, elles cherchent à être visibles. Les médias anglo-saxons sont encore à Londres pour quelque temps. Les énergies renouvelables, parce qu'il y a un énorme effort du gouvernement britannique, et puis dans le nord du Royaume-Uni, en Écosse notamment, des capacités à construire et puis aussi à opérer un certain nombre de productions énergétiques, l'éolien en mer ou l'éolien terrestre. Donc tout ça, ça ne change pas le fait qu'aujourd'hui, la France reste la première destination. Alors, on a
un contre-coup de la dissolution, de l'incertitude politique, une position et une situation d'attentisme, mais on n'a pas effacé la France de cette course, cette compétition qui est très tendue parce que, ça a été très bien dit aussi, le marché mondial, l'économie mondiale et l'Europe en particulier sont dans une situation extrêmement tendue. Quand on s'intéresse à l'attractivité d'un pays, quels sont les paramètres qu'il faut scruter de près? C'est le nombre de projets, c'est ce que ça représente financièrement comme investissement, c'est le nombre d'emplois promis, ou c'est encore autre chose, ou c'est une combinaison de tout ça? C'est une combinaison de tout ça. Hein. Je parlais sous le contrôle quand même de Marc Lermite, mais bien sûr, l'attractivité, vous avez le nombre de projets, vous avez le volume des projets en chiffres, enfin, comment dire, en investissement direct étranger. Les répercussions sur l'emploi, évidemment, sont des facteurs importants. La stabilité politique, la réglementation, la capacité aussi à former vers les métiers de devin. Donc tous ces aspects-là se forment un ensemble multicritère qui indique des relations directes avec l'attractivité. Mais je vais dire quelque chose qui est directement la réponse à votre question. Hein. C'est que il n'y a pas de relation, il n'y a pas toujours de relation directe entre l'attractivité et la croissance économique forcément. Il y a un certain nombre de cas. Je pense en particulier à l'Angleterre entre 2016 et 2019, au Japon dans les années 2000, ou la France dans les années 90, où on a parfois dans les indicateurs d'attractivité, je ne veux pas parler uniquement des indicateurs d'EY, mais de façon globale de ce que j'ai pu lire, il y a parfois une attractivité un peu qui a l'air en berne, et où finalement on voit que la croissance économique derrière n'est pas si en berne que cela. Parce qu'il y a d'autres facteurs, et c'est ça la réalité. Il y a ces multicritères, c'est les facteurs que vous avez évoqués qui sont les principaux. Mais après, vous avez aussi le marché du travail. Vous avez ne dépend pas uniquement des entreprises étrangères aussi. Vous avez les aspects structurels sur le marché du travail. Vous avez ensuite la consommation interne avec effectivement une production, une demande interne qui peut être importante, la capacité à exporter, donc à avoir un poids prépondérant au niveau de la balance commerciale. Et puis le sens, la quête de sens aussi. Donc tous ces critères-là peuvent parfois, c'est pas la majorité des cas, mais dans un certain nombre de cas que j'ai cités, produire une relation un petit peu étrange entre attractivité et croissance économique. Je voudrais rajouter un critère. Dites-moi s'il est pertinent ou pas. Parce qu'une entreprise étrangère, lorsqu'elle investit dans un pays, elle y envoie des cadres. Et parfois, pas n'importe quel cadre. Des cadres parfois de haut niveau. Est-ce que la beauté du pays, la France, qui est le plus beau pays Bien du sûr. monde, est-ce que c'est un critère? Oui. Et est-ce que la France est au fond une adresse prestigieuse ou pas? C'est une adresse... Ou est-ce que s'attarder sur ce genre de critères, c'est se tromper, quoi? C'est une adresse très désirable, comme on l'a vu d'ailleurs cet été au moment des Jeux Olympiques. On a montré nos plus beaux visages, et il en reste quelque chose aussi. C'est 0,5 points de croissance, et je l'ai ici et là, mais sans... Bon, je peux pas. On verra, les bilans sont faits en ce moment d'ailleurs, Ouais. donc on verra à la fin de l'année aussi quel est le véritable retour, la retombée médiatique, la cote d'amour de la France. Mais il y a les choses pour le impalpables tourisme. Et donc, pour un certain nombre de visiteurs qui sont aussi parfois des décideurs, des investisseurs, et qui ont retenu que la France savait se préparer et se montrer sous ses plus beaux atours. Alors oui, ça compte dans un certain nombre de cas. Parlons d'une population assez exclusive de cadres dirigeants qui ont la possibilité de choisir. C'est pas non plus des enfants de cœur. Non, mais la réalité... À un moment, ils vont voir si ça coûte cher aussi de payer X ouvriers au salaire français ou de s'installer à tel ou tel endroit. Et la réalité des à peu près 20 000 entreprises étrangères, c'est un tout petit nombre d'entreprises en France, c'est moins de 1%, qui emploient 2 millions de personnes, c'est de l'industrie dans nos villes moyennes. C'est ça qui s'est passé ces dernières années. On a rallumé la lumière dans des usines, dans des petites villes et des villes moyennes. C'est des plateformes logistiques. Ce sont des centres d'appel. C'est pas forcément un magnifiques bureaux à la Défense ou sur la Côte d'Azur, qui sont des endroits qui peuvent attirer un certain nombre d'entreprises qui peuvent se le permettre. Se permettre ses loyers, se permettre et avoir besoin d'une adresse prestigieuse et soigner un certain nombre de talents, comme on dit. Mais la réalité, c'est qu'avec beaucoup de talents, ce sont des compétences, des personnes, des cols bleus, des cols blancs, des personnes, j'allais dire, assez normales, qui doivent être recrutées. Et dans un marché du travail, c'est vrai, c'est paradoxal. Avec une France à plus de 7% de chômage, on est encore loin du plein emploi, qui a du mal à recruter un certain nombre de profils et de compétences. Alors, évidemment, vous restez avec nous, Marc Lermite, Pascal Delima et évidemment Emmanuel Auriol, car nous avons accueilli Séverine Laruy avec les questions des téléspectateurs sur
cette attractivité de la France? C'est notre séquence, on vous répond. On vous répond, merci, bonsoir Patrice et bonsoir à vous. Vous pouvez continuer à poser vos questions avec le QR code qui est affiché sur votre écran. Les questions, eh bien, je les reçois sur ma tablette, je les sélectionne et puis je les pose à nos invités et à nos experts. On va commencer avec une question pour vous, Emmanuel Auriol. C'est la question un petit peu philosophique, j'allais dire, de Corentin, en tout cas sur la philosophie de l'économie. On passe de dividendes records à du boudage économique. Faut-il continuer le libéralisme économique au vu de l'instabilité et du poids politique de ces grandes entreprises? Emmanuel Auriol. Et vice-versa. Avec moi, Quentin, là, vraiment. C'est vraiment cruel. C'est une question philosophique, je vous avais prévenu. Oui, alors, que dire? C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un monde différent, bien évidemment. Et moi, je suis tout à fait sensible, comme c'est évoqué. J'ai un retour, là. Donc, comme c'est évoqué... Oh là là, je ne peux pas parler. J'ai un retour. Ce que je vous suggère, Madame Auriol, c'est le temps de votre réponse, d'enlever le casque. Effectivement, vous devez avoir un écho et c'est très perturbant quand on parle. Enlevez le casque, parlez et vous le remettrez après. C'est bon? Un mot sur le libéralisme économique, en fait, pour rétablir ou pas l'attractivité de la France. Oui, donc en fait, non, une des questions qui est derrière, qui est une question extrêmement importante, mais malheureusement qui est au-delà des capacités de la France seule, c'est l'érosion fiscale liée à l'essor des multinationales. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un problème qui, à mon avis, nourrit le populisme. Si on regarde sur des données de long terme, on voit bien que le partage de la rente entre le capital et le travail, et aux États-Unis comme en Europe, est en défaveur du travail. C'est-à-dire que la part qui revient aux salariés a diminué dans le temps, alors que la part qui revient aux détenteurs du capital a augmenté dans le temps. Et un des vecteurs de ça, c'est bien évidemment le fait que certaines entreprises, parce qu'elles n'ont pas de frontières, parce qu'elles sont multinationales, peuvent tout à fait optimiser et donc échapper à l'impôt, alors que évidemment des petites entreprises, elles ne peuvent pas le faire, elles sont obligées de payer leurs impôts. Donc c'est une vraie question, mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui en fait, parce que la question d'aujourd'hui, c'est comment s'assurer que les réformes qu'on a faites, qui ont été coûteuses, puisqu'on a payé pour faire ces réformes, et je pense qu'on a bien fait de payer, parce que la France, ça peut être très vite insurrectionnel. Donc, on a payé, on a soutenu le prix de l'énergie, on a fait des efforts vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Donc, on a essayé de financer tout un tas de choses pour avoir la paix sociale et en même temps faire des réformes. Ces réformes-là, du coup, on les a, mais on a cette dette en même temps. Et donc, revenir en arrière sur ces réformes, ça voudrait dire que le chômage va réaugmenter, donc on n'aura pas le bénéfice d'un chômage bas et on n'aura pas le bénéfice d'avoir une réindustrialisation de notre pays et donc une attractivité de notre pays au sein donc, de nos partenaires européens. Et ça, je crois que c'est vraiment un danger qu'il faut avoir en tête. Voilà. Allez, la question de Vincent à présent. Pourquoi, au lieu de taxer les Français avec des efforts supplémentaires, l'État ne propose pas aux Français d'investir sur l'économie française avec l'épargne? Pascal de Lima. Au lieu de taxer, en fait, c'est un bouclage économique. D'abord, pour dépenser... effectivement, la France a un taux d'épargne élevé, on le sait. On sait que ça peut être un gisier important de réinvestissement, en particulier sur les secteurs de la durabilité, de l'écologie, du numérique et du monde de demain. C'est une question que je me suis aussi posée. Moi, je pense qu'il faudrait faire exactement comme sous l'ère de Valéry Giscard d'Estaing, un grand emprunt d'investissement. Mais qu'il soit garanti alors. Aujourd'hui, il n'existe pas. Moi, je suis d'accord avec l'auditeur. Je suis tout à fait d'accord avec ce que sous-entend cette question. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui d'un grand emprunt d'investissement national parce qu'en plus, vous résolvez d'une certaine façon, en tout cas je l'espère, la question du ciblage de la dépense publique. Alors, ça peut être un grand emprunt territorialisé pour faire réémerger des circuits courts industriels, parce que c'est aussi dans l'air du temps, et que c'est pas du populisme, mais que aussi les investisseurs et les Français s'attendent à chaque fois un petit peu plus de protection et de circuits courts et de régionalisation. Mais un grand emprunt permettrait de rendre plus efficace la dépense publique et surtout qu'on a une épargne qui le permet. Effectivement, l'impôt, et c'est aussi une réponse indirecte à l'une de votre question tout à l'heure, c'est que pour moi, la question la plus préoccupante, c'est que les entreprises détestent l'instabilité, particulièrement fiscale, qu'elle concerne d'ailleurs le citoyen ou les entreprises. Donc, effectivement, ma réponse, oui, c'est que ce serait une très bonne idée. Voilà.
Financer l'économie française grâce à l'épargne des Français, c'est Ah oui, une bonne idée? Oui, je pense que la France a des talents formidables, mais s'il y a un point sur lequel nous nous signalons, nous nous différencions, c'est que nous gardons l'argent. Les Français, pas forcément les plus aisés, seulement les plus aisés, ont un taux d'épargne qui est à peu près record en Europe. Sur quelle piste faudrait aller pour le grand emprunt Alors, que ça soit le grand emprunt ou un encouragement, par exemple, à investir dans des placements collectifs qui soient relativement sécurisés, pas forcément garantis par l'État, parce qu'il faut aussi se défaire de la drogue de l'État, mais qui soient dirigés vers les PME, qui soient rémunérés. Quel type de produit? Des fonds communs de placement qui permettent de cibler par exemple sur l'industrie, sur les ETI industriels, un certain nombre de secteurs d'activité, la capacité d'investir, en tout cas de nourrir la capacité d'investir des entreprises industrielles, parce qu'on ne pourra pas passer de 10% à peu près d'industrie dans notre PIB aujourd'hui à 11, 12, 13%. Il y a de très bons experts de la question qui disent qu'une des solutions, c'est pas la seule, mais une des solutions, c'est effectivement d'aller chercher de l'épargne, non pas dans la poche des Français, mais d'encourager les Français à finalement être un peu moins à participer, à être un peu moins prudent, un peu plus citoyen peut-être aussi avec leur propre épargne. C'était une bonne question de la part C'était une super bonne Vincent, question. et nous vous remercions, Vincent. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors Marion, elle nous demande comment la France peut-elle regagner son attractivité, et l'Europe, les leaders historiques à la base, mais vieillissants par rapport aux États-Unis et ensuite l'Asie. Pascal de Lima, comment la France peut-elle regagner son attractivité? Un peu moins de morosité. Je vais avoir un argument pas très économiste forcément. Le moral, c'est un critère. Ouais. La morosité, l'envie de travailler, avoir un projet dans la vie, vraiment quelque chose sur lequel on veut gravir les échelons. C'est pour moi, c'est essentiel cet aspect de l'envie et du travail. Ça a l'air parfois d'être des arguments un peu à l'ouest. Parce que vous vous placez sur la question morale, en fait. Bien sûr, à moi, tout à fait. Moi, je suis absolument persuadé, de plus en plus, et au fil des années, que... On parlait de la confiance tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est un sous-chapitre, mais si vous voulez, moi c'est ce que je dis tout le temps aux jeunes, c'est vraiment, vous voulez devenir avocat, vous voulez devenir consultant, vous voulez devenir, mais je sais pas, chanteur peut-être, peu importe. Croyez-y. La solution, Marc Lermite, elle est dans un moral d'acier? Moi, je pense que la solution, Pascal a tout à fait raison, il faut retrouver du bonheur, croire un peu à notre avenir, mais la solution, elle est dans la question de Marion. Pour moi, une des très grosses solutions, c'est l'Europe. Quand on regarde la situation de beaucoup de nos secteurs économiques, notamment l'automobile l'a beaucoup montré ces derniers jours, le véhicule électrique chinois est très menaçant, un certain nombre de grands fabricants, équipementiers mondiaux choisissent aujourd'hui les États-Unis pour des raisons fiscales, parce que le gouvernement Biden et probablement que le gouvernement Trump va prolonger d'une autre manière ces incitations à investir. L'attractivité des États-Unis est très forte. Et l'Europe est prise un peu en tenaille entre ces deux géants aux très fortes ambitions, aux très fortes protections. La seule solution pour la France, une des grandes solutions, c'est l'Europe. Et la majorité qualifiée. Et le rapport Draghi, qui est paru il y a quelques semaines, donne un certain nombre de pistes qu'il faut absolument encourager. Il faut qu'on se remette ensemble. Aujourd'hui, chacun joue soliste. L'Allemagne de son côté, l'Espagne de son côté, évidemment le Royaume-Uni hors d'Europe. Dernière question. Je vous en prie. Allez, très rapidement, Emmanuel Auriol, on vous donne la parole pour terminer. C'est une question de Vince. Il se demande, est-ce que la suppression d'impôts pour les entreprises augmente l'attraction ou plutôt l'attractivité de la France? Vous avez 30 secondes. Supprimer les impôts, ça augmente l'attractivité de la France. 30 secondes. Alors, bizarrement, ce n'est pas le volume des impôts, ça a été évoqué, c'est la stabilité, en fait. Les entreprises détestent l'instabilité. Donc, moi, je pense qu'on peut les taxer. D'ailleurs, elles viennent s'installer chez nous avec un taux de taxation qui est plus élevé que dans le reste du monde, mais il ne faut pas l'augmenter et surtout, il ne faut pas le changer tous les 4 matins. Parfait. C'est une réponse claire, nette, précise et courte. Vous vouliez rajouter, vous avez 5 secondes. Je suis tout à fait d'accord avec Marc, mais il y a le problème de la majorité qualifiée. C'est-à-dire que chaque pays a des intérêts différents. On le voit sur le protectionnisme européen pour se prévenir en fait les protections américaines. Donc il faut refondre un peu sa façon de décider en Europe aussi. Merci Pascal de Lima, merci Marc Lermite, merci Emmanuel Auriol, merci Séverine.